Eh bien, je vous remercie et je vous remercie, Jean de la Cinémathèque, d'avoir monté ce projet, cette belle installation, à partir de, très modestement, les travaux que j'avais faits à ce sujet, d'un petit livre dont on va parler dans quelques instants. Mais nous allons être exactement dans ce thème du discours de guerre, des mensonges de guerre, parce que, en fait, les guerres ne commencent pas par les bombardements, mais elles commencent avec des mensonges. Et lorsque j'ai eu jusqu'il y a 3 ans un cours à l'ULB qui s'intitule Critique historique, où j'avais 1300 étudiants, maintenant je n'ai plus qu'un petit cours de 200 étudiants, c'est peu de choses, mais le cours de 1300 étudiants de première année, il fallait les mobiliser, les intéresser à propos de la critique historique, et j'ai choisi pour eux de prendre ce thème de manière centrale pour le cours, un cours qui donc était spécialement consacré à la propagande. Et ça a été intéressant d'essayer je dirais, organiser leurs pensées. Et pour mieux organiser cela, j'ai repris un vieux livre d'un lord anglais qui s'appelle Lord Ponsonby. Et Lord Ponsonby, pendant la Première Guerre mondiale, il avait été confronté en première ligne à ce qui se créait dans les officines britanniques pour mobiliser la population en vue de la guerre qui se déroulait. Il fallait trouver des volontaires et donc il fallait créer toute une ambiance de guerre. Et Lord Ponsonby, qui est donc ce Britannique qui était né au palais de la reine Victoria, mais qui avait mal tourné du point de vue de sa classe, puisqu'il était devenu successivement libéral et puis travailliste, et puis il a même quitté le parti travailliste en trouvant qu'il était trop belliqueux. Donc ce pacifiste avait décrit toute une série de faux qui ont été montés pendant la Première Guerre mondiale. Et moi j'ai repris ça pour mes étudiants et j'ai essayé d'organiser ça en 10 principes. Alors, c'est pédagogique, je dirais. Alors pourquoi 10? J'aurais pu en prendre 8 ou 13, mais avant moi, Dieu avait déjà fait 10 principes et ça marchait assez bien, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et nous allons passer en revue rapidement ces principes. Moi, dans les cours, évidemment, je me suis appesantie sur la réalité historique de cette propagande, mais bien entendu, on peut faire énormément de parallèles avec des discours contemporains. Alors, le premier principe, c'est « nous ne voulons pas la guerre ». Et ça, c'est la petite publicité interne. Vous allez pouvoir trouver à la sortie quelques volumes du livre. Alors là, c'est une ancienne édition à droite, il y a eu 3 ou 4 éditions en français. Mais vous voyez à gauche l'édition en portugais, je crois, ici en néerlandais, ici en italien et en espagnol, et ici des éditions plus récentes, dont celle de droite qui n'est plus à la mode depuis hier, puisqu'on voyait Obama sur la couverture. Il y a aussi une édition en japonais, si jamais il y en a parmi vous qui ne connaissent que le japonais, je peux le leur fournir. Donc, ce petit livre qui avait été fait pour des étudiants, en fait, il s'est très bien diffusé, il a été traduit dans tant de langues. Pourquoi? Parce que je crois que d'une manière didactique, on peut voir comment marche cette propagande de guerre. Alors, nous ne voulons pas la guerre, c'est un grand classique, il faut toujours se présenter comme étant attaqué. Je passe aux étudiants un petit film de Roosevelt qui dit « We are pacifists, you are pacifists too », mais on va devoir faire la guerre. Et puis, il y a
un film qui nous montre le maréchal Tojo, grand nationaliste japonais, qui dit « Mais moi je ne veux pas la guerre, je voulais la paix, j'ai essayé jusqu'au dernier moment de garder la paix, mais voilà, nous sommes contraints de faire la guerre parce qu'on nous obligerait sinon à briser certaines alliances que nous avons signées. » Et ici, c'est assez amusant, si on peut dire, c'est la manière dont l'Allemagne se présente à sa propre population en 1939. Et elle se présente comme attaquée de tous côtés. Elle est attaquée, bien sûr, par l'Angleterre et la France, mais aussi par les Scandinaves, la Pologne, l'Union soviétique, les colonies d'Afrique du Nord, etc. Et la pauvre petite Allemagne ne peut donc faire qu'une seule chose, c'est essayer de se défendre. C'est toujours ça le principe, on doit montrer qu'on est attaqué et qu'on se défend. Et donc, toutes ces opérations en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Pologne, et puis l'attaque de la Hollande, de la Belgique, etc., ce ne sera jamais que se défendre de cette mainmise des autres pays. Alors, ce qui est vrai pour la Deuxième Guerre mondiale était déjà vrai pour la Première, et là j'ai choisi l'inverse. Ce sont les Français là qui expliquent qu'en fait ils ont d'horribles voisins, la Prusse qui a comme industrie la guerre et que donc nous sommes attaqués, nous ne faisons que nous défendre au nom de la liberté. Et ça c'est un leitmotiv qu'on retrouve à toutes les époques. Il faut montrer qu'on est dans une situation d'autodéfense. Et ici, vous avez quelque chose qu'on va retrouver à plusieurs reprises, c'est la pieuvre. L'autre, c'est la pieuvre. Hein, il nous encercle de tous côtés. Alors, cette même rhétorique, on va la retrouver dans ce deuxième principe. C'est l'adversaire qui a commencé. Hein. Alors je dirais que quand nous étions petits, à l'âge de 5 ans, nous savions déjà que c'était un bon système. Quand on nous voyait occupés à arracher les cheveux de la petite fille à côté de nous, on disait « mais c'est elle qui a commencé ». Et donc ça semble tout à fait légitime si c'est l'autre qui a commencé. Et dans certains cas, si ce n'est pas l'autre qui a commencé, on va en tout cas faire croire que c'est l'autre qui a commencé, parfois inventer quelque chose. On sait par exemple que les nazis ont inventé une attaque de leur frontière avec la Pologne en déguisant en soldats polonais des soldats allemands et qu'en ayant fait publicité autour de cela, ils ont fait croire à leur peuple qu'ils étaient sincèrement attaqués par la Pologne qui était venue détruire dans leur territoire un émetteur de radio. Donc à ce moment-là, les gens disent, bon ben, c'est bien fait, on démarre, on part en guerre. Alors il y a des cas où c'est un peu douteux. Alors, je vous ai mis là le cas de Pearl Harbor. La version officielle, celle que les grands cinéastes américains ont développée, c'est que c'est une lâche attaque des Japonais. C'est une attaque surprise, totalement surprise. Alors, les historiens sont un petit peu, je dirais, hésitants quant à cette version. Bien sûr, ce sont les Japonais qui attaquent, mais était-ce vraiment une surprise? Alors, comme très souvent, il y avait une série d'espions qui avaient déjà annoncé que l'attaque se ferait là, ce qui est assez logique quand on voit où est le Japon, où sont les États-Unis, Pearl Harbor est plutôt entre les deux continents. Mais surtout, ce qui porte un peu à réfléchir, c'est que quelques heures avant l'attaque, les principaux porte-avions américains, c'est-à-dire le Saratoga, le Lexington, l'Enterprise, ont été retirés de Pearl Harbor. Et donc, on a laissé des bâtiments, des bateaux, mais c'est plutôt
les vieux rafios, je dirais, bien sûr, ça va faire à peu près 2000 morts, mais l'idée est peut-être qu'on a laissé faire. Et pourquoi est-ce qu'on aurait laissé faire? Parce que quelques jours avant Pearl Harbor, il y a un sondage d'opinion qui montre que l'opinion américaine est tout à fait hostile à entrer dans la guerre européenne. Or, après cette attaque du 7 décembre 1941, il y a unanimité pour entrer dans la guerre. Il n'y aura aucune difficulté à faire voter cette guerre. Ce sera dans les différents organes politiques l'unanimité la plus totale. Voilà, c'est la guerre, on est bombardé, et qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas pareil? On riposte. Et la riposte est tout à fait légitime et tout à fait considérée comme telle. Alors ici, en fait, c'est aussi un petit peu le thème de l'encerclement. Voilà, c'est une affiche de l'époque où les nazis ont envahi toute l'Europe occidentale, et malgré ça, ils se présentent comme étant assiégés. L'Europe est assiégée par les anglo-américains à gauche, enfin les Anglais, mais plus tard avec les Américains, à droite par Staline qui n'a même pas eu la décence d'aller se laver les mains avant de poser pour la photo. Et tout ça, c'est à cause de quoi? Ben, c'est à cause du complot juif. Alors on ne comprend pas très bien quel est le lien, mais il faut de nouveau qu'on soit dans une situation où on est encerclé et dont on doit se tirer par la force, bien entendu. Alors ceci, c'est le chiffon de papier, hein. On considère que l'autre, il ne respecte pas ses engagements. Et ceci, c'est plus actuel. Ce sont des documents qui montrent que, en fait, on peut mettre en valeur un événement alors qu'on a déjà depuis longtemps le plan d'attaquer ou de lancer une offensive. C'est dans le cas d'Israël, l'attaque contre les Palestiniens n'est pas vraiment une riposte à l'enlèvement des 3 jeunes gens juifs, mais peut être aussi considéré comme un plan qui existait préalablement et qui a trouvé là le motif qui permet de justifier l'attaque. Alors ceci m'intéresse aussi, c'est une une du soir, mais avec l'idée du défi. Alors quand on est défié, si on est des gens d'honneur, on n'a qu'une seule solution, c'est répondre au défi, bien évidemment. Et donc ici, les talibans et Ben Laden défient les États-Unis, c'est le 1er octobre 2001, en fait, 8 jours plus tard, 7 jours plus tard, ce sera le bombardement de l'Afghanistan. Et donc on prépare l'opinion publique, on la prépare aussi avec une photo étrange. Je n'ai pas réussi à avoir au soir l'origine de cette photo. En fait, j'aurais pu mettre monsieur et monsieur sur une puce de poil en chemise de nuit. Ça aurait fait peut-être le même effet. On ne sait pas où ça a été pris, en quoi est-ce qu'il nous défie. C'est tout à fait, je dirais, impressionniste comme information. Mais le mot défier est très important. Et puis, dans cette illustration, il y a déjà, oui, ici aussi, comment arrêter, ça c'est récent, comment arrêter l'agression russe. Sommes-nous agressés par les Russes? Je ne sais pas, mais c'est en tout cas ce que nous dit la presse. La Russie poursuit son expansion. Et en fait, pourquoi je disais que le titre avec les talibans et Ben Laden m'intéressait à double titre, c'est que un des principes de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours présenter le camp adverse comme dirigé par quelqu'un qui est un fou, qui est un démon. Il faut un salaud de service.
Alors, dans le bombardement de l'Afghanistan, on ne nous dit pas on va aller bombarder les Afghans. Parce que si on me dit allons bombarder les Afghans, moi je pense qu'il y a des profs parmi les Afghans, et puis vous pouvez penser qu'il y a des enseignants ou qu'il y a des infirmières, et ça peut ne pas vous sembler tellement sympathique d'aller bombarder l'Afghanistan. Tandis que là, on ne bombarde pas l'Afghanistan, mais souvenez-vous, qui nous a défiés? Ce n'est pas les Afghans, c'est Ben Laden et les talibans. Bon, alors qui ici est vraiment pour Ben Laden et les talibans? Il y en a sûrement assez peu. Et donc on va cristalliser l'opinion publique contre un personnage ou un petit groupe qui est absolument haïssable. Alors pour la Première Guerre mondiale, ce salaud de service, c'est le Kaiser. Alors, le Kaiser, présenté ici personnellement comme mettant le feu à Louvain, personnellement, je dis bien, et on dira qu'il a personnellement aussi demandé l'incendie de la cathédrale de Reims, etc. Et dans le petit livre, en fait, ce que j'explique, avec des articles à l'appui, c'est qu'en 1913, il est présenté par la presse britannique comme le meilleur des alliés. Il est présenté comme un personnage ultra sympathique. De toute façon, il est parent, et avec la reine Victoria, et avec notre roi Albert, et avec le tsar de Russie, etc. Et la presse britannique dit il arrive toujours, il reste toujours trop peu chez nous, il part toujours trop vite, c'est vraiment notre meilleur allié, etc. Moins d'un an après l'attaque d'août 14, et là la presse se retourne tout à fait et commence à parler d'un fou qui empile du bois pour son bûcher, il ne mérite même pas la corde pour le pendre, etc. etc. Donc c'est vraiment un personnage qui est présenté comme un monstre. Dans un petit village ici de France en 1914, on le pend en effigie. Hein. Donc on donne à l'opinion publique l'idée que si on arrivait à se débarrasser de ce personnage, eh bien on reviendrait à la situation de bonheur que nous connaissions avant. Et dans le cas du Kaiser, le voilà encore, hein, caricaturé ici à gauche. Et dans le cas du Kaiser, en fait, c'est vraiment un monstre par intérim. Parce qu'il est super sympa, il est monstrueux, et puis en 18, on arrive jusqu'à Berlin, les armées alliées ont gagné, et qu'est-ce qui devient le monstre? Eh bien, on lui permet, soi-disant, enfin, on ferme les yeux, on lui permet de partir en exil avec 60 wagons, avec ses petites affaires personnelles, et il en faut déjà beaucoup pour remplir 60 wagons, et on va lui préparer un exil terrible. Un exil terrible dans un pays très lointain. Il va aller en exil en Hollande. Hein? Donc, c'est pas tellement cruel, et dans un joli petit palais hollandais, il va vivre jusqu'à la fin de ses jours une existence il mourra au milieu des siens. Et donc, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il était monstrueux? Est-ce qu'il était un personnage tout à fait fréquentable? Ça dépend des périodes, évidemment. Et dans le cas du Kaiser, je fais chaque année le test, je l'ai fait à l'ICHEC il y a quelques semaines et à l'ULB aussi il y a quelques semaines au cours de critique historique. Je demande aux jeunes, je dis, est-ce que vous savez que Guillaume est un méchant homme? Et alors, il y a aujourd'hui, mademoiselle, vous êtes jeune, vous avez été à l'école, vous ne savez pas que Guillaume est un méchant homme? Non? Alors, c'est peut-être pas là. Eh bien, j'ai tout. Voilà, mademoiselle. Oui, très bien, madame. Alors, allez-y. Qui a tué des millions d'hommes, sa voisine aussi, sa femme. Saucisse. On est en 2016, 100 ans après,
Et dans les écoles, à Bruxelles, même des enfants tout petits chantent « Guillaume est un méchant homme qui a tué des millions d'hommes. Sa femme, l'impératrice, n'est que la reine des saucisses. » Donc, c'est une propagande qui a bien marché, hein, qui a été extrêmement efficace pour nous montrer que c'était le monstre par excellence. Alors, évidemment, il y a des gens qui avaient une disposition naturelle, je dirais, à devenir le monstre. Alors, dans le cas d'Hitler, malgré tout, c'est encore exagéré par la propagande. C'est-à-dire qu'ici, c'est un tract que les Alliés jetaient sur l'Allemagne en 1942, et qu'est-ce qu'on lui fait dire? C'est évidemment un photomontage, et on lui fait dire « Je me sens si frais, le printemps arrive », au milieu d'un champ de cadavres. Ça accentue, évidemment, le côté atroce du personnage. Ici aussi, un montage avec un ciel rouge, des ruines, un geste menaçant. Et comme c'est pour un public anglo-saxon, on lui fait dire une phrase qui n'a pas l'air d'être la pire qu'il ait jamais dite. Hein. Il faut choisir entre être allemand ou chrétien, on ne peut pas être les deux. Bon. Alors, ce dont on se souvient moins, c'est que les autres font la même chose. Et qu'avec nos personnages, ils vont aussi les présenter comme des monstres, comme des voyous, comme des fous, etc. Vous avez ici un exemple avec Churchill. Il suffisait donc de lui mettre son cigare un peu plus pendant, son chapeau un peu plus vers l'avant, son arme, une arme qu'il ne portait pas naturellement, mais qu'on ajoute bien serrée, et on en fait un gangster. Hein. Donc, à ce moment-là, il n'est guère fréquentable. Ici, une affiche nazie pour les Ukrainiens, présentant les nazis comme étant ceux qui sauvent l'Ukraine de Staline, qui met le feu. Comme on avait déjà vu précédemment, le Kaiser qui mettait le feu à la ville de Louvain, ici c'est Staline qui met le feu aux villes ukrainiennes. Alors, si on va dans les époques plus récentes, on retrouve la même chose, toujours la nécessité d'avoir un salaud de service. Alors, ce salaud de service, ce sera par exemple Saddam Hussein. Ceci, c'est lors de la première guerre du Golfe. Et remarquez la technique, hein, la moitié du visage dans le noir, ça donne un air inquiétant. Et si on ouvre le journal, on trouve les 6 atouts de Saddam, c'est nucléariser, déstabiliser, surprendre, terroriser, sacrifier, tenir, toutes des choses bien inquiétantes. Et puis 2 photos qui illustrent l'article. D'une part, une explosion atomique. Alors, on ne saura jamais si c'est celle de Mururoa ou d'Hiroshima ou de... En tout cas, ce n'était pas une explosion irakienne, parce que ça fait longtemps qu'on cherche et qu'on n'a toujours rien trouvé. Et puis une photo qui est absolument horrifiante pour nous tous, parce qu'il a l'air de faire un salut nazi. Or, quand tout à l'heure, j'ai vu notre artiste dans la foule, là je lui ai fait aussi bonjour. Si on m'avait pris à ce moment-là, de profil, ça faisait drôle de genre. Et donc, on doit évidemment créer un mouvement d'horreur, je dirais, et là, c'est un grand classique, c'est de comparer le personnage à Hitler. Ça, c'est 15 ans après, mais c'est de nouveau la même construction d'image. Et voilà, dans le soir, un titre « Saddam est comme Hitler ». À ce moment-là, il n'y a plus personne qui peut naturellement trouver la moindre excuse à un personnage qu'on compare avec Hitler. Et entre Saddam numéro 1 et Saddam numéro 2, l'épouvantable Saddam et l'épouvantable Saddam, vous avez eu, toujours dans le vif ici, l'effroyable Milosevic. Et de nouveau, voyez la grande originalité des médias, de nouveau un demi-visage dans le noir. Et à l'intérieur du journal, en fait, il y avait un article sur l'effroyable. Hein, il a une responsabilité écrasante, une capacité de nuisance, etc.
Et dans cet article où on choisit habilement la photo, évidemment, parce que selon que vous voulez montrer que quelqu'un est ennemi ou ami, vous choisissez différentes photos. Nous avons tous des photos où nous avons l'air sympathique, d'autres où nous avons l'air idiot, où on a l'air de baver, je ne sais pas. On a tous des photos très diverses. Quand c'est l'ennemi, on doit prendre une photo qui le rend tout à fait antipathique. Et dans le corps du journal, en fait, on expliquait qu'il était fou, et qu'il était fou parce que son oncle maternel s'était suicidé. Et ça, il faut faire très attention. Quand votre oncle maternel se suicide, vous risquez des problèmes psychiatriques évidents. Bon, n'importe quoi. Madame Milosevic aussi, on explique dans le même article qu'elle aussi, elle est folle, et elle, c'est parce que son père ne l'a pas déclaré tout de suite à sa naissance, quand on sait qu'elle est née dans les maquis de la Yougoslavie, que sa mère a été torturée, assassinée par les nazis. On se demande que ce père aurait récupéré ce bébé, aurait couru chercher une maison communale, un hôtel de ville pour le faire enregistrer. C'est tout à fait stupéfiant. Hein, voilà les symptômes d'une névrose. Ils sont névrosés tous les deux. Donc les ennemis, ils sont fous, ils sont sadiques, mais par moments. Alors vous avez l'exemple de Kadhafi, évidemment, un homme recherché par toutes les polices parce qu'il était à la tête du terrorisme international, etc. Et puis tout d'un coup, voilà qu'il devient un interlocuteur valable. Et il est reçu à Paris par Sarkozy, qui le laisse mettre sa tente dans les jardins de l'Élysée, et puis il tape sur l'épaule de Berlusconi, et il ne faut pas croire qu'il n'est pas venu à Bruxelles. Ben oui, à Bruxelles aussi, on lui déroule le tapis rouge avant de l'assassiner de manière assez répugnante. Alors, voilà une couverture du Time qui était très caractéristique en 1945. Et puis, voilà une couverture du Time en 2003. Et puis, voilà une couverture du Time en 2011. On pourrait continuer, on suppose qu'on aura bientôt la suite. À un certain moment, Ahmadinejad était pressenti pour être le monstre suivant, mais il n'a pas eu de chance. Et puis, nous faisons peut-être la même chose avec nos ennemis. C'est-à-dire que nous essayons aussi de les faire passer pour idiots, fous, etc. Voyons cette illustration ici de Bush et Condoleezza Rice. Et je crois que, oui, ça c'est pour montrer que maintenant, peut-être bien, que le prochain monstre, c'est Poutine, par exemple. Alors on voit qu'il provoque l'Europe. Donc le principe suivant, c'est qu'il faut masquer les buts de la guerre sous de nobles causes. Les guerres ont toujours les mêmes motifs, c'est que les guerres ont des motifs soit géostratégiques, j'ai envie d'aller dans le camp de l'autre, de lui enfoncer une base militaire, etc. Ça c'est un des buts. Et l'autre but, c'est économique. Je veux la sidérurgie lorraine, je veux les colonies, je veux des puits de pétrole, etc. Ça, ce sont les causes les plus fréquentes des guerres. Mais on ne va pas demander aux gens d'aller mourir pour un puits de pétrole ou pour la sidérurgie lorraine ou pour les colonies. Et donc, il faut leur donner de belles motivations. Alors ici, c'est un petit exemple de la guerre de 14. Les Allemands sont dans la guerre pour des raisons notamment de concurrence au point de vue des colonies et aussi de concurrence avec la France à propos de la sidérurgie lorraine. Mais qu'est-ce qu'on dit aux gens? Im Kampf für Recht und Freiheit, dans le combat pour le droit et la liberté. Ça, c'est beaucoup plus beau quand même que de dire on va mourir pour la sidérurgie lorraine. Et ce qui me trouble, c'est que Im Kampf für Recht und Freiheit, je vais à un monument aux morts en Flandre, et qu'est-ce que je vois? Vos Recht en Vrijheid. Ah zut alors,
les Allemands sont morts pour le droit et la liberté, mais les Belges aussi sont morts pour le droit et la liberté. Donc ça nous pose un petit peu de problème. Et en fait, à chaque fois, on va nous resservir ces belles motivations, sans nous dire que, par exemple, après la Première Guerre mondiale, tous les pays que vous voyez là en rouge, ils ont été arrachés aux vaincus. Ça a été arraché soit à l'Empire austro-hongrois, soit à l'Allemagne, soit à l'Empire russe, soit à l'Empire ottoman. On a dépouillé les vaincus de leur territoire. Mais on n'avait pas dit ça à l'origine, on n'a pas dit on va faire la guerre pour dépouiller les autres de leur territoire. Et dans le petit livre, je donne une liste de tous les territoires coloniaux qui ont changé de main après la Première Guerre mondiale. Tiens, le Rwanda et le Burundi, qui étaient allemands, ils sont devenus belges. Tiens, telle autre colonie est devenue anglaise, française, etc. Mais officiellement, ce n'est pas ça le but de la guerre. Le but de la guerre est uniquement le droit et la liberté. Et même ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la Volkssturm, c'est les derniers fidèles d'Hitler, très âgés ou très jeunes. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Venez vous faire tuer pour les puits de pétrole de Bakou? Ben non, on leur dit Freiheit und Leben, pour la liberté et la vie. Voilà une belle devise que tout le monde accepte évidemment comme motif. Ici, c'est assez intéressant aussi, c'est une affiche de Norman Rockwell, et en fait, sauver la liberté de penser, et puis en dessous, acheter des bons de guerre, c'est peut-être un petit peu des motivations secondaires. Ici, la femme irlandaise qui dit à son mari alors quoi, tu vas à la guerre en Europe ou bien c'est moi qui dois y aller, hein? Donc un homme d'honneur, il ne se laisse pas dire une chose pareille 2 ou 3 fois. Et souvent, les motifs qui sont présentés, c'est soit qu'on doit aller écraser le militarisme de l'autre, hein, les autres sont toujours militaristes, nous pas, mais les autres sont toujours militaristes. On nous a expliqué que l'armée irakienne était la 3e armée du monde, puis nous, on nous a dit la même chose de l'armée yougoslave, etc. Donc, écraser le militarisme, développer la démocratie. On dit ça pour la Première Guerre mondiale. Or, nous faisons la guerre avec qui dans la Première Guerre mondiale? Avec le tsar de Russie. Alors, pour quelqu'un qui doit développer la démocratie, c'était quand même assez particulier. Et il faut dire que dans des guerres plus récentes, nous avons aussi comme bons alliés l'Arabie Saoudite ou d'autres qui ne sont pas vraiment des modèles. Et alors quelque chose qui marche bien aussi comme motivation pour la guerre, c'est de dire on ne s'impose pas, mais on nous a demandé de venir. Alors nous allons pour sauver les Kosovars, ou pour sauver les femmes afghanes qui rêvaient de mettre une mini-jupe, ou pour sauver ici, attention, oui, ça pourrait être une des prochaines, l'Ukraine appelle l'Europe au secours. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais nous devons accourir, évidemment, si on nous demande de venir à leur secours. Alors, un autre principe, c'est que l'ennemi provoque des atrocités. Lui, c'est son truc. Il fait toujours ça. Tandis que nous faisons des bavures, et ce sont des bavures tout à fait involontaires. Il y a donc 2 poids et 2 mesures. Voilà, dans une affiche américaine de 1917, comment est présenté l'Allemand. Hein? Alors, vous voyez tout de suite que c'est un Allemand parce qu'il a un casque à pointe, mais il a quitté l'Europe en ruine. Il s'attaque à des femmes. Alors l'ennemi s'attaque toujours à des femmes et des enfants. Hein. Il met le pied sur le territoire américain et il a comme culture un bâton qui n'a pas l'air très rassurant. Il ressemble en fait plus à King Kong qu'à un être humain. Autre affiche de la même époque, souvenez-vous de la Belgique,
Vous avez le casque à pointe, vous avez un soudard qui emmène une petite fille. On pourrait croire que c'est pour la sauver de l'incendie, mais on a une autre idée, probablement que c'est pour la violer, la tuer, ou l'un après l'autre. Et donc, ça c'est l'ennemi, il a ce genre de pratique. Tandis que nous, nos soldats, à quoi ils servent? Eh bien, ils protègent les femmes et les enfants. Les Allemands coupent les mains des bébés belges. C'est un bobard qui a circulé pendant toute la Première Guerre mondiale. Vous avez dans le petit livre des textes absolument saisissants à ce point de vue. C'est un bobard de guerre, fort heureusement. Ceux qui ont eu une grand-mère ou une arrière-grand-mère, elle avait souvent ses deux mains. Mais c'était ce qu'on attribue à l'autre, c'est dans cette gravure de Poulbeau. Voilà l'Allemand, comment il fait la guerre. Il fait la guerre contre qui? Mais contre un enfant, contre une femme, contre un prêtre. Il ne se conduit pas, évidemment, de façon chevaleresque. Là, ils ont enfermé des vieillards, des femmes et des enfants. Ils ont tué Edith Cavell. Et eux, ils disent la même chose des Français. C'est ça qui est naturellement intéressant à voir. Dans un petit film de propagande, vous voyez une ferme alsacienne qui est envahie par les Français en haut, et vous voyez ces soudards français, ils sont ivres, ils sont occupés à faire la musique, et heureusement, les officiers allemands viennent remettre de l'ordre dans tout ça, et dans l'image du bas, vous avez la maman alsacienne qui remercie l'officier allemand d'être venu remettre de l'ordre, et vous avez à gauche la jeune fille qui se jette dans les bras de son papa, encore toute tremblante à l'idée de ce qui lui serait arrivé si les Français étaient restés une demi-heure de plus dans l'affaire. Donc, que ce soit vu d'un côté ou de l'autre, c'est toujours l'ennemi qui est le soudard. Nous, on apporte le bien-être. Nos soldats, ce sont des soldats humanitaires. Ici, vous avez les Allemands qui se présentent comme des soldats humanitaires. Ils apportent de la soupe aux civils. Ils apportent des tartines aux enfants. Alors, c'est une photo que je présente souvent à mes étudiants parce que, en fait, il est marqué que c'est en France en haut et en Belgique en bas, Hungrige Kinder, mais c'est le même groupe. Vous revoyez le petit garçon avec son tablier blanc, la petite fille avec ses cheveux mi-longs, les trois grands dadais avec leurs casquettes. Et donc, ce sont des photos qui ont été posées. On espère qu'ils ont reçu la tartine après. Mais c'est un grand classique. Nos soldats sont des soldats humanitaires qui apportent aux civils du bien-être. Ici, vous avez une affiche de 1940, une affiche allemande pour les populations francophones. Population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands. Et vous avez les enfants terrorisés encore en dessous, et l'enfant qui est dans les bras du soldat allemand, lui, il est déjà tout à fait heureux. C'est un drôle de soldat, il n'a pas d'armes. Hein. Il a enlevé son casque pour ne pas faire peur aux enfants. Et l'enfant a sa fameuse tartine à la main qui le rend si heureux. Et vous me direz, bon, les gens étaient un peu idiots de croire à ça, mais voilà une affiche de notre armée de Bifast, avec de nouveau un soldat que moi j'appelle un soldat babysitter. C'est-à-dire, c'est un soldat qui se promène à travers le monde avec un paquet de pampers et des biberons tièdes pour essayer de trouver un bébé blond, de préférence, qui a besoin de ses soins. Voilà, peut-être bien, gallois. Ce soldat est donc présenté comme ayant ça comme but dans sa carrière, ce qui est bien sûr extrêmement étonnant. Voilà, ça c'est une photo d'Irak avec un papa de substitution. Alors l'ennemi, voilà, c'est le japonais vu par les Américains et il s'attaque de nouveau à une femme. Alors, il faut savoir que dans toutes les guerres, il y a des atrocités
Et là commencent à sortir quelles ont été les atrocités des GIs pendant la Seconde Guerre mondiale, les viols, les assassinats de prisonniers. Et ici, c'est une affiche italienne contre les Américains qui bombardent l'Italie à ce moment-là. Vous avez le gangster, il s'attaque à qui? Il s'attaque à des enfants, bien sûr. Et ici, vous avez, je dirais, le comble du cynisme, parce que dans cette revue italienne, vous avez en haut la petite fille sans main qui dit « Voilà le cadeau que mon oncle d'Amérique m'a envoyé ». Et d'autre part, en bas, cynisme particulier, ce sont soi-disant deux pilotes américains qui sont occupés à bombarder l'Italie, et il y en a un qui veut lancer sa bombe sur une école, et l'autre lui dit « Non, non, ça vaut pas la peine, les gosses sont en vacances. » Hein? Donc l'autre est toujours présenté comme le sadique par excellence, tandis que les nôtres, ben, ils sont accueillis par la population. On ne parlera pas trop de nos atrocités. Ça, c'est la Yougoslavie. Bon. Donc, on a encore à parcourir quelques principes, mais on va le faire rapidement. L'ennemi utilise des armes non autorisées. Nous, on fait la guerre de manière chevaleresque, tandis que les autres, eh bien, ils font la guerre de manière sauvage. Alors, pour la Première Guerre mondiale, c'était la question des gaz asphyxiants. Qui est-ce qui a le droit d'utiliser les gaz asphyxiants? Les deux camps l'ont employé, hein. Mais on considérait que ça, c'était pas une arme qui était une arme noble. Et puis, ce seront les sous-marins. Et puis, ici, c'est les guet-apens. Les autres font toujours des guet-apens. Nous, pas. Nous, on combat ouvertement. Ici, chacun dans les guerres de la guerre froide prétend que l'autre utilise des armes chimiques, des armes bactériologiques. Ici, ce seraient les Américains qui sèmeraient la peste et le choléra, etc. Mais chaque camp prétend la même chose. Alors ça, c'est une image que vous venez de voir à l'étage supérieur. C'est donc le moment où Colin Powell va décider tout le monde à entrer dans la guerre en exhibant cette fiole qui évoque que Saddam Hussein a une arme bactériologique et chimique. Alors, c'est un moment important de mensonge, évidemment, puisque des années après, on sait que tout cela, c'était de la blague. Mais au moment même, il n'y a personne qui a osé lui dire « Bon, ben, moi, je voudrais bien analyser ça. Est-ce qu'il y a de l'actimel là-dedans ou de quoi s'agit-il » Et on a inventé à ce moment-là, le 20 mars 2003, les armes de destruction massive. Ça, c'était paru à la même époque. L'évidence en Irak, qu'est-ce que Saddam a et possède? Et en fait, il y a eu très rapidement des ingénieurs belges qui ont réagi en disant « Mais vous savez, c'est une usine dans laquelle nous on travaillait il y a 4 semaines et il n'y avait absolument pas d'armes bactériologiques. C'est une usine, je ne sais plus, elle faisait notamment du ciment, des choses comme ça. Mais ça donne une certaine impression que l'autre n'a pas les armes honnêtes. Alors il faut aussi montrer que nous subissons très peu de pertes. Et les pertes de l'autre, elles sont énormes. C'est-à-dire que pour nous, ça va être perte zéro. On va aller là dans une guerre fraîche et joyeuse, tandis que pour l'ennemi, c'est mal parti depuis le début. Alors ceci, c'est le 6 août 1914, 2 jours après l'invasion, et voilà que le soir dit « Nouveau succès belge contre les Allemands ». Tu parles, quelques jours après, l'armée est tout à fait écrasée dans des réduits, mais on va montrer à la population que nous avons toute chance de réussir, bien entendu. Si on fait des prisonniers, il faut les montrer, il faut les promener,
Et ici, c'est pendant la Première Guerre mondiale, les Français avaient fait des prisonniers allemands, un bon paquet, et ils les promenaient dans Reims. Pas parce qu'ils n'avaient pas de moyens de les déplacer, mais parce qu'il fallait que les gens les voient. Ça remontait le moral des gens de dire ah, ben oui, on a quand même réussi à faire des prisonniers. Et ici, c'était la même chose dans la guerre contre la Yougoslavie. Les Yougoslaves avaient en fait 3 prisonniers américains. Et ces 3 prisonniers, ils étaient devenus très familiers aux Yougoslaves, tellement on les voyait souvent, parce que il fallait montrer à la population que c'était possible de temps en temps d'abattre un avion. Là, c'est l'armée irakienne en déroute qu'on nous montre dès le début, alors que les prisonniers américains des Irakiens, on va considérer comme scandaleux de les avoir montrés parce que ça démoralise. Ici, c'est récent, c'est 2014, c'est dans la guerre entre Ukrainiens et pro-Russes. Ce sont des prisonniers qu'on promène. Et ceci, c'est l'image absolument à ne pas montrer pour la propagande. C'est l'image des cercueils qui rentrent. Ah, ça, il ne faut surtout pas. Et il y a eu chaque fois des polémiques, et notamment, là, c'est au début des années 2000, parce qu'il ne faut pas démoraliser les gens en leur apprenant que parfois, à la guerre, on meurt. Et il faut leur laisser croire que c'est perte zéro. Les artistes et les intellectuels soutiennent notre cause. C'est bon de montrer que tout le monde nous soutient, et donc on va appeler, pendant la Première Guerre mondiale, des dessinateurs, des peintres, des musiciens, pour soutenir notre cause, montrer le roi Albert à la tête de tous les rois chrétiens venant honorer le Christ, des choses comme ça. Puis, la Deuxième Guerre mondiale, on va aussi mobiliser les cinéastes. Ici, c'est Hitchcock. Là, c'est Marlène Dietrich, chanteuse, qui reçoit la Croix de la Légion d'honneur, pas parce qu'elle s'est battue en première ligne, mais parce qu'elle a soutenu le moral des troupes. Ou même Walt Disney, qui va faire des films de soutien à la propagande de guerre. Pendant la guerre froide aussi, il y a des caricaturistes, il y a des dessinateurs qui font ici des bandes dessinées qui montrent le juste combat des officiers français contre les méchants Viets. Et là, vous avez une scène particulièrement tragique où les Viets poussent les 2 officiers français à sauter dans une fosse avec un tigre. Mais comme je vous vois un peu inquiet, je vais vous montrer la suivante, parce que les officiers français ont une formule magique qui permet de tétaniser n'importe quel tigre. Britney Spears récemment a dansé sur les tanks en Afghanistan, Tom Cruise. Ce titre étonnant, en Irak, Bruce Willis vient à la rescousse de Bush. Bon, on ne comprend pas bien ce qu'il a pu faire exactement. Notre cause a un caractère sacré. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les musulmans qui crient Allah Akbar. Ben non. Dans tous les camps, on a toujours voulu croire que Dieu est à nos côtés, with God on our side. Les Allemands n'avaient-ils pas Gott mit uns? Ici, vous reconnaissez le roi Albert en Saint Georges terrassant le dragon. Et le dragon, il a quoi sur la tête? Un casque à pointe. Donc c'est bien une cause sacrée. Ici, on utilise le cardinal Mercier pour demander des subsides, des secours pour la Belgique. Il y a là à droite un petit livre étonnant, c'est le livre de prière nationale qui est distribué aux militaires catholiques et qui explique que le militaire catholique doit tuer, mais sans haine. Ce qui n'est pas facile, je crois, mais enfin. Là, tous les aumôniers réunis, prêtres, pasteurs, rabbins. Ici, une église portative, je dirais, qui sillonne le front pour donner du courage
aux militaires qui du coup pensent que Dieu est à leur côté, tandis que les autres, nos ennemis, quels qu'ils soient, eh bien ceux-là, ils n'ont pas de respect pour la religion, ils ont martyrisé nos églises. Cette photo est très ambiguë, parce qu'en fait, on laisse croire que ce sont les officiers allemands là qui l'ont détruite, et en réalité, c'est l'abbaye d'Orval qui a été détruite 2 siècles avant, mais on laisse croire qu'ils sont coupables. Celle-ci est étonnante aussi pour ce principe with God on our side, parce que c'est une affiche destinée aux femmes qui ne laissent pas partir volontiers leur mari comme volontaire à la guerre. Parce qu'elles disent, ben, il faut labourer, il faut faire la moisson, etc. Et Dieu bénit la charrue et la femme qui la conduit. Donc même si elle n'a jamais conduit la charrue, ben, Dieu va lui expliquer un peu plus en profondeur, un peu plus à droite, etc. Elle ne va pas avoir de difficultés. Ici aussi, l'appel de qui? L'appel des saints, l'appel des églises détruites. Et même nos pires ennemis ont essayé de se concilier le plus longtemps possible, les autorités religieuses, tandis que je vous disais, nos ennemis, eux, ils n'ont pas de respect pour la religion. Alors ceci, c'est une affiche italienne qui dénonce les bombardements et l'attitude des soldats américains. Et vous avez le soldat américain à gauche qui est caricaturé, il vole les objets du culte, il a démoli le Christ, il a même laissé son cornet de bif et ses illustrés dans l'église. Il n'a aucun respect pour la religion. Ceci, c'était aussi, pendant la guerre en Yougoslavie, un groupe, un parti conservateur, mais qui avait mis comme slogan « Eux, ils croient aux bombes, nous croyons en Dieu ». Alors, étrange série, là, avec les deux adversaires qui prient tous les deux. Hein. Gros problème pour Dieu, qui faut-il aider? Et dernier, rassurez-vous, ceux qui mettent en doute la propagande sont des traîtres. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, si vous avez des inquiétudes, que vous posez des questions, vous allez tout de suite être considéré comme un agent de l'autre. Vous allez être considéré comme un ami de Milosevic, un ami de Saddam Hussein, un soutien de Ben Laden. Et pendant la Première Guerre mondiale, les pacifistes qui ont mis en doute la propagande qu'on vient de parcourir, ils ont pour beaucoup eu des traitements extrêmement sévères. Je pense à un instituteur français qui avait dit dans sa classe que les origines de la guerre étaient partagées entre les deux camps. Eh bien, il a été mis à la porte de l'enseignement immédiatement et il a eu 2 ans de prison ferme pour avoir dit une chose pareille. Alors, si on veut voir près de chez nous, ben, c'est un peu difficile en temps de guerre d'avoir une opinion différente de celle qui est constamment présentée. Et ceci, pour terminer, rassurez-vous, c'est en 2008, c'est bien chez nous, c'est un parlementaire qui s'appelle Dirk van der Maelen et qui demande au Premier ministre, au ministre de la Défense, si c'est bien nécessaire de laisser nos troupes en Afghanistan. Et la réponse du ministre de Crème est celle-ci. Monsieur Van der Maelen, vous êtes dans le camp d'Oussama Ben Laden et de ses amis poseurs de bombes, des violeurs, de ceux qui arrachent les oreilles des petites filles qui veulent aller à l'école. Donc, dans un temps de guerre, il n'est pas possible de poser des questions. Quand Monseigneur Gaillot demandera en France « Est-il bien nécessaire de bombarder Belgrade ?», on le mettra dans la catégorie des amis de Milosevic. Il n'est pas un ami de Milosevic, il a posé la question « Est-ce qu'il faut bien bombarder ?»
Et donc, je dirais pour terminer qu'en temps de guerre, c'est extrêmement difficile d'avoir un point de vue critique. Ce serait pour parler de la problématique des martyrs, pour parler des cadavres qui remontent aux USA, qui serait un sujet tabou. Et pourtant, je pense que c'est un thème qui est utilisé dans les problématiques de guerre, celui des martyrs. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, dans un premier temps, l'idéal, c'est de tuer beaucoup des autres et nous d'avoir des pertes zéro. Alors, ce n'est pas toujours possible, et donc à ce moment-là, on va faire l'inverse. On va dire, nous, on a des cas extraordinaires de gens qui se sont dévoués, qui ont été martyrisés, etc. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, c'est par exemple Gabriel Petit et d'autres du même ordre qui vont être présentés comme des modèles pour les générations à venir, et on va faire un monument, on va leur attribuer une rue, etc. Donc oui, martyr, mais l'idéal dans la propagande, c'est dans un premier temps de dire, pour nous, on a de tellement bonnes armes qu'on ne va pas avoir de mort, on va seulement tuer les autres, et de manière très précise. Hein, les armes absolument ponctuelles, chirurgicales, on a dit à un moment. Je vais me borner à poser une question. Oui. Alors, tu as montré une diapositive montrant un militaire belge et dit que ce militaire appartenait à l'unité BFAST. Dans mon idée, BFAST est un système qui a été institué pour porter aide en cas de catastrophe naturelle, entre autres par exemple à Haïti, et je ne crois pas qu'il dépende de l'armée. C'est toute l'ambiguïté. Si tu je ne sais pas si je sais revoir la photo, mais en fait il est en costume militaire. Il est en costume militaire et donc... je crois que les militaires assurent le transport, mais que BFAST en tant que... Oui, mais celui qui figure là, c'est bel et bien un militaire. Donc, mais on nous dit bien sûr qu'ils ne sont là que pour aider les populations. On voit, c'est assez curieux parce qu'on voit un avion, on ne sait pas si c'est cet avion qui a détruit et qu'après lui vient dans le service après-vente. Mais il y a une ambiguïté certaine. Et j'ai bien dit BFAST, mais nos soldats sont toujours présentés comme aimés de la population, attendus avec impatience, etc. Bonsoir. Donc vous avez montré beaucoup d'articles de presse, donc de propagande. Il me semble que c'était pour la plupart pas de la presse de gouvernement. Dans des régimes démocratiques, la presse est censée être indépendante. Et il y a une éthique. Et comment on voit, vous nous avez montré que la propagande est totalement volontaire, enfin on met des choses totalement fausses. Comment ça peut arriver? Comment ça se met en place? Alors, je vais vous faire une deuxième conférence là-dessus, jusqu'à 2h du matin. Par exemple, pour la Yougoslavie, tous les jours, l'OTAN faisait, ici à Bruxelles, une conférence de presse pour les journalistes. C'était Jamichi qui faisait cette conférence de presse. Et le soir, vous pouviez voir à toutes les chaînes télévisées exactement la même information. Il n'y avait pas grand-chose qui arrivait de l'autre côté, de toute façon on ne les croyait pas, et donc on a avalé un certain nombre de choses vraiment... ça serait à cause des agences de presse qui sont une source unique du coup? Alors de toute façon il y a de moins en moins de diversité, puisque les journaux font partie de groupes qui prennent tous les mêmes informations au même endroit, mais il y avait... je dirais 99% de l'information qui venait de l'OTAN et qui venait de Jamichi. Alors quand j'ai écrit la première version de ce livre, ma plus jeune fille avait 12 ans et elle me disait « Et Jamichi, il regarde tous les jours si il a bien fait tous les principes. » Je dis « Non, Bernice, ça ne va pas comme ça. Ils prennent une fois l'un, une fois l'autre, etc. » Mais en fait, Jamichi,
donc responsable de la propagande, quelle est sa formation? Il est historien. Et sur quoi est-ce qu'il a fait sa thèse de doctorat? Sur la propagande pendant la Première Guerre mondiale. Donc il connaît bien la question. Et donc la question Bérénice n'est pas si sotte. Aujourd'hui on prend 1, 3, 5, demain on prend 2, 4, 8, c'est pas impossible. Voilà, je vais devoir vous quitter.